merci de votre invitation. Ça me fait plaisir d'être ici, et plus que plaisir, c'est aussi un honneur quelque part, parce que il y a une histoire de la formation d'adultes dans cette université qui est une histoire précieuse, dont je me sens imprégné. Et c'est vrai que l'opportunité de venir échanger avec vous aujourd'hui, en sachant que ça s'inscrit dans une filiation, c'est déjà une façon de parler en termes de temporalité, les filiations, c'est précieux pour moi, et donc je vous remercie vraiment pour cette invitation. Alors, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, donc j'ai intitulé cette présentation Temporalité, rythme et auto-formation. On va parler de temps, vous en avez déjà parlé ce matin, et c'était intéressant pour moi aussi de voir comment vous avez commencé à vous approprier cette thématique qui est, à mon sens, extrêmement importante dans le champ de la formation d'adultes et en sciences d'éducation plus généralement. J'avais envie de commencer en situant un petit peu le contexte et les origines de cette présentation. En commençant peut-être pour situer aussi d'où je viens, donc je ne sais pas si ça s'entend, j'ai un accent, je suis originaire de Suisse, de Genève, donc je parle aussi en termes de temporalité, je vais parler un peu plus lentement, si ce n'est que peut-être le stress va me faire accélérer. Donc j'ai eu la chance d'étudier à Genève, j'ai un background d'origine en psychologie et en psychosociologie, et puis je suis rentré en formation d'adulte, dans le champ de la formation d'adulte en travaillant avec Pierre Dominicé, donc dans le champ des histoires de vie. Et c'est aussi grâce à lui que j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis, et où j'ai vécu pendant plusieurs années, où je continue à enseigner à l'Université de Columbia, notamment autour des approches biographiques dans le champ de la formation d'adultes. Et c'est aussi à travers cette première expérience que j'ai commencé à m'interroger autour des questions de rythme et de temporalité, puisque le fait d'avoir, au moment où j'ai déménagé aux États-Unis, j'ai commencé à enseigner et donc à animer notamment des séminaires histoire de vie, j'étais confronté à ce que j'ai appelé plus tard une dissonance rythmique, à savoir le fait qu'à l'époque, c'était en 2003, quand je travaillais encore avec Pierre Dominicé à Genève, on animait des séminaires d'histoire de vie qui c'était avant la réforme de Bologne, qui était donc sur une temporalité de 8 mois, puisque l'année académique était encore de cette durée-là. Et puis, quand je suis arrivé aux États-Unis, on m'a demandé d'adapter ce type d'approche et de le compresser sur un format de quelques semaines. Et c'était une expérience de dissonance, parce que l'enjeu, c'était comment est-ce que finalement on arrive à compresser, aujourd'hui dans la littérature on appellerait ça accélérer, un processus de formation, d'apprentissage qui requiert une certaine durée. Comment le compresser donc dans une durée plus courte? Donc première dissonance, première expérience de conflit autour de l'expérience du temps qui a commencé à évoquer pour moi un certain nombre de questionnements. Le fait aussi naturellement de vivre à New York, venant de Genève, donc des villes qui ont des proportions différentes et dès lors des rythmes de vie aussi extrêmement hétérogènes, naturellement a nourri aussi ce questionnement. À l'époque où je faisais ma thèse, l'objet de ma thèse, c'était sur le thème, la notion de critique en sciences de l'éducation et comment cette notion a été pensée. Et du coup, les réflexions que j'ai aujourd'hui autour des questions de temporalité et de rythme sont en lien avec une approche critique de la formation. L'exercice d'une pensée critique, l'exercice d'une réflexivité critique requiert du temps, ça a été dit ce matin par certains d'entre vous, ça requiert un espace, un temps protégé. Et aujourd'hui, effectivement, dans le contexte social, culturel, contemporain, on peut s'interroger sur le fait que les conditions soient bien réunies pour faire l'exercice de ce type de réflexivité. Donc ça pose des questions. Comment est-ce qu'on protège finalement des moments pendant lesquels on arrive à faire l'exercice d'une activité qui s'inscrit dans une rythmicité qui requiert de la lenteur, ou en tout cas un rythme plus lent que d'autres. Donc ça, c'était également, ce questionnement-là est aussi à l'origine de mon travail.
Pour moi, et probablement que vous avez déjà beaucoup entendu, c'est vrai que par rapport aux questions d'accélération, de vitesse, il y a tout un courant qui a émergé déjà il y a une quarantaine d'années en Italie autour de la lenteur, hein, qui fait l'éloge de la lenteur. Ça a émergé d'abord autour du slow food, hein, en réaction au fast food, donc par rapport à l'alimentation. Il y a aujourd'hui toute une mode qui entre en éducation. Quelques ouvrages ont commencé à apparaître depuis quelques années autour de la question de la lenteur. Et puis, on l'a vu avec le numéro qui vient de sortir, la question de l'accélération est également présente dans les réflexions de formation d'adultes. En langue anglaise, la question de l'accélération elle a émergé déjà à partir des années 70, quand a émergé toute une réflexion sur comment finalement faire en sorte que les démarches de formation d'adultes soient en adéquation avec les temporalités du travail et dès lors puissent être comprimées, compressées, accélérées de manière à ne pas empêcher les étudiants ou les personnes en formation à pouvoir mener à bien leur travail en parallèle. Pour moi, la question de la lenteur et la question de l'accélération sont un peu des fausses questions. C'est-à-dire que je pense qu'on s'inscrit vite quand on fait référence à la lenteur ou à la vitesse dans des dualités qui me semblent peu heuristiques, qui me semblent peu riches pour penser la complexité des situations dans lesquelles nous sommes. Par ailleurs, c'est en plus naturellement des notions qui sont toutes relatives. Il y a dans de nombreux contextes, on peut être très heureux aujourd'hui d'avoir pu s'accélérer, de pouvoir aller vite. Donc la vitesse en soi ne peut pas être connotée nécessairement péjorativement de manière systématique. De même, pour la lenteur, toute situation lente n'est pas toujours agréable à vivre ou riche en apprentissage. Donc pour moi, la question, elle est plus, et je vais en parler aujourd'hui, une question de rythme. Et la question, c'est de déterminer finalement quels sont les rythmes justes à adopter, à promouvoir en situation de formation ou d'apprentissage, et comment est-ce qu'on les légitime. Comment est-ce qu'on sait quel est le bon rythme pour procéder, quand est-ce qu'on va trop lentement ou quand est-ce qu'on va trop vite. Voilà, ça c'est des questions qui me semblent importantes aujourd'hui à se poser, pas seulement dans le champ de l'enseignement ou de la formation, mais naturellement aussi dans nos pratiques. Alors, je mentionnais avant Gaston Pinault, il y a aussi Rémi S que je pourrais mentionner ici, qui est à Paris 8, qui sont parmi d'autres, mais deux pionniers finalement dans le champ de la formation, à avoir commencé à penser les questions de temporalité et de rythme. Avec eux, il me semble d'emblée important de signifier le fait que le rapport au temps est un enjeu conflictuel de la formation. Je reviendrai sur certaines des notions, notamment que Gaston Pinault a articulées en termes de schizochronie, naturellement à travers le travail sur les histoires de vie. Rémi S, quant à lui, s'est plutôt intéressé au thème de la rythme-analyse, à partir des travaux notamment de Henri Lefebvre. Et il partage, à mon sens, une préoccupation sur la manière finalement de concevoir ce que pourrait être quelque chose de l'ordre d'une rythmoformation, c'est-à-dire d'une formation qui prend pour objet les temps de l'existence et les rythmes de l'existence. Et c'est donc dans cette filiation-là que j'aimerais inscrire mon propos d'aujourd'hui. Finalement, on évoquait aussi tout à l'heure la question de la conscientisation, qui est une thématique évidemment au cœur des approches critiques en formation d'adultes. Pour moi, lorsqu'il s'agit des questions de temporalité en formation, la question de la prise de conscience est en fait finalement pas si importante que ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, on est tous très conscients des tensions temporelles dans lesquelles on vit, et donc il n'y a pas tellement de travail de prise de conscience à faire autour de ces questions-là, alors que ce soit à cause du stress que suscite l'accélération d'un certain nombre de phénomènes sociaux, ou au contraire, le fait d'être inscrit en exil de ces phénomènes-là. Je pense notamment à la notion d'exil temporel que Francis Lesourd a développée pour faire référence à des personnes qui, notamment parce qu'elles n'ont pas de travail, parce qu'elles sont sans activité, n'ont pas la possibilité de s'inscrire dans les temporalités d'institutions telles que le travail. Donc, dans les deux cas, que ce soit parce qu'on soit en situation d'exil, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'inscrire dans une temporalité sociale signifiante,
comme le temps du travail, ou parce qu'à l'inverse, on souffre des rythmes accrus qui aujourd'hui déterminent la façon dont le travail s'exerce. Dans les deux cas, prise de conscience n'est pas nécessaire. Les gens, on est conscient de ces questions-là. Par contre, l'enjeu, c'est de comment penser une réflexion qui soit critique sur ces conditions d'existence, sur ces conditions de travail ou d'études, et comment inscrire ce processus critique dans une durée. Il y a la question de protéger des espaces de réflexion critique, c'est une première chose, mais après, tout l'enjeu de la critique, c'est de pouvoir l'inscrire dans une durée, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des étincelles de critique, il faut naturellement qu'elles se pérennisent. Et là encore, je pense que c'est un enjeu de rythme, de développer une rythmicité comme le coureur de marathon apprend à gérer sa respiration. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'exercice de la critique qui est de l'ordre d'une inscription dans une rythmicité particulière. Mais c'est vrai pour la critique, j'aurais envie de dire c'est vrai pour n'importe quel type d'activité. Et c'est là où on pourrait aussi probablement faire des liens avec votre travail et votre activité dans le champ de la formation. Alors, les réflexions que je partage avec vous, elles sont issues d'un travail que j'ai fait à travers l'écriture d'un livre qui est paru en anglais, je ne sais pas encore s'il sera traduit en français. Ce livre a été pour moi un petit peu l'opportunité d'essayer de mettre ensemble un certain nombre de questionnements et d'explorations. Il s'articule en fait en trois parties. Dans un premier temps, je ressentais le besoin d'essayer de clarifier finalement quelle est la spécificité à penser la question du temps en éducation. On va le voir tout à l'heure, ça va être l'objet de ma présentation d'aujourd'hui. Les temporalités avec lesquelles on doit faire avec dans l'exercice de la formation sont spécifiques, je pense, à ce champ de pratique, parce qu'elles sont hybrides, elles sont enchevêtrées, et je vais revenir là-dessus. Elles ont une histoire aussi, et c'est vrai que j'ai ressenti le besoin au moment d'écrire ce livre d'essayer de comprendre les filiations historiques de la manière dont temporalité et éducation s'articulent. C'est un questionnement, le questionnement du rapport au temps n'est pas nouveau, on peut remonter au moins jusqu'à Platon, qui a écrit des choses très intéressantes autour des rythmes et des rapports entre rythme et développement de la personne. Plus proche de nous, au début du XXe siècle, des penseurs du rythme en éducation ont développé des approches tout à fait originales et je pense extrêmement intéressantes, qui aujourd'hui sont mal connues, notamment en formation d'adultes, mais pourraient probablement enrichir aussi nos réflexions dans le champ de la formation d'adultes. Et puis essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans le contexte historique actuel, dans le rapport qu'il y a entre temps et éducation. Je reviendrai également un petit peu là-dessus tout à l'heure. Fantastique, ça change de couleur. C'est bien. Bien, et puis dernière entrée, la question de l'émancipation, qui est aussi une thématique qui me tient à cœur. Comment penser aujourd'hui les temporalités à travers lesquelles on pense des processus d'émancipation? Comment penser la problématique de l'émancipation dans un contexte où les formes d'aliénation s'expriment et sont vécues de plus en plus à travers le rapport au temps? Voilà, donc ça c'est un petit peu le troisième axe de réflexion que j'ai conduit et auquel je ferai probablement quelques allusions dans ma présentation. Alors, ma présentation, j'ai choisi de l'articuler en 4 temps. Dans un premier temps, je souhaiterais aborder avec vous la question de la définition. Alors, je ne vais pas entrer ici dans une démarche, parce que je ne serai pas qualifié pour le faire, spéculative ou philosophique sur qu'est-ce que le temps. Après tout, il y a 25 siècles de réflexion autour de ça. Je n'ai aucune prétention à ni faire la synthèse, ni ponctuer une réflexion de ce type. Ce n'est pas l'enjeu. Mais ce qui m'intéresse, c'est de disposer avec vous d'une définition qui nous permette d'enrichir notre compréhension de ce à quoi on fait référence quand on parle de temps et de temporalité. L'idée, c'est de départir de l'idée que le temps, c'est simplement ce que notre montre nous indique. Donc, l'idée étant d'arriver à une compréhension des temporalités au pluriel. Donc, ça va être la première étape. La deuxième étape, ça sera de vous donner quelques clés de lecture pour penser les rapports qu'il y a entre temps, temporalité et formation. Dans un troisième temps, je m'intéresserai plus à la question de l'auto-formation, à travers laquelle j'entre personnellement, à travers les questions de la transformation.
en essayant de réfléchir avec vous un petit peu sur la manière dont on pense les temporalités des processus de formation et de transformation en particulier. Et puis, je terminerai avec une ouverture sur ce qu'on pourrait appeler une approche rythmologique ou rythme analytique, l'idée étant un petit peu de laisser de côté la notion ou le concept de temps et essayer plutôt de voir ce que l'on peut apprendre et en quoi il peut être utile de faire référence plutôt au concept de rythme et vous donner pour ça aussi quelques clés de lecture. Alors, première partie, comment définir le temps en formation et pourquoi est-ce important concevoir le temps dans une perspective critique. En général, lorsqu'on pense au temps, on pense à ce type d'engin. Moi, je viens de Suisse, alors forcément, les horloges à coucou, ça a une connotation culturelle pour moi, mais on pense en général à des objets qui nous donnent à lire le temps, tels que les horloges ou les calendriers. Alors, une horloge, c'est quoi? Une horloge, c'est un objet qui représente un certain type de changement. Lorsque je regarde ma montre, les changements qui sont symbolisés par le cadran de ma montre renvoient à des changements qui se passent dans l'univers, et en particulier la course du Soleil dans le ciel, ou, dit autrement, la rotation de la Terre autour de son axe, et l'alternance entre des états physiques qui sont le jour et la nuit. Donc, une horloge renvoie à un certain type de changement. Mais plus spécifiquement, une horloge met en lien des changements. C'est-à-dire que quand je regarde ma montre, ce que je fais, c'est que j'observe des changements qui sont en fait représentés par la rotation des aiguilles sur le cadran et que je mets en lien ce phénomène physique avec un autre phénomène physique qui est la rotation de la Terre sur son axe ou, dit autrement, la course du Soleil dans le ciel. Donc, il y a temps parce qu'il y a relation entre deux formes de changement qui ont pour particularité d'exprimer une forme de régularité. Donc, quand on a affaire à des changements qui sont mis en lien, qui sont réguliers et qui se trouvent être coordonnés, on a affaire à une expression du temps. Alors, si j'emprunte ces éléments à un chercheur français qui s'appelle Christopher Pomian, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'ordre du temps, sur la question du temps sous l'angle de l'histoire, lui-même est historien. Alors, cette définition, elle me semble intéressante parce qu'elle permet d'emblée d'ouvrir et quelque part de se libérer d'une conception du temps qui serait réduite à la temporalité circadienne du jour et de la nuit. En effet, premier postulat, chaque fois que l'on observe des changements qui sont coordonnés et qui expriment une forme de régularité, on peut observer une forme spécifique de temporalité. Ce qui me fait penser d'emblée au deuxième postulat, il n'existe pas un temps unique, mais plutôt des temporalités plurielles, puisqu'à chaque fois qu'on va être en mesure de mettre en correspondance des changements réguliers, coordonnés les uns avec les autres, on va observer différentes formes de temporalité. Alors, je vais essayer de rendre ça plus concret en vous donnant quelques exemples. Tout d'abord, l'environnement naturel. Si vous pensez aux saisons ou à d'autres phénomènes, par exemple le cycle de l'eau, ce sont des phénomènes qui sont réguliers, qui sont observés chaque année à certaines périodes, et dès lors qu'on peut mesurer à partir de calendriers ou de relevés qui permettent de garder une trace et qui dès lors établissent une certaine forme de temporalité, des temporalités climatiques ou des temporalités saisonnières, qui renvoient naturellement à des processus vivants dans le cas des saisons, que ce soit dans la végétation ou dans les cycles qui affectent la vie des organismes vivants, y compris les humains. Donc, première forme de temporalité du monde vivant, du monde physique. Nos propres organismes sont dotés de temporalités spécifiques. Peut-être certains d'entre vous sont équipés des montres qui leur donnent leur rythmicité cardiaque. Il y a aujourd'hui toute une mode autour de la mesure des rythmes biologiques. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend son pouls? On met en lien
la rythmicité de la trotteuse sur le cadran d'une montre avec la rythmicité de la pression du sang dans ses artères. Donc là encore, des changements qui sont coordonnés et qui disposent d'une certaine forme de régularité. Les cycles du sommeil également, cycles biologiques qui renvoient à une certaine forme de régularité que l'on peut mesurer. Donc là encore, des changements qui se produisent, mis en évidence à partir de certains patterns de comportement ou d'activité. Le cycle menstruel, là encore, une autre rythmicité biologique, physiologique. Évidemment, dès qu'on rentre dans les rythmes vivants, on voit bien que la régularité des rythmes n'est pas toujours maintenue, puisque ce sont des rythmes qui ont également, qui sont parfois désordonnés. Je reviendrai sur ce point-là à la fin de l'exposé, puisque c'est une caractéristique forte des rythmes, c'est de ne pas être complètement ordonné et régulier, mais aussi d'avoir certaines formes d'irrégularité, de désordre. Si on pense à nos états psychologiques, là encore, la recherche montre qu'on retrouve des patterns qui témoignent de certaines temporalités. L'attention cognitive, on sait qu'à certains moments de la journée, l'attention, et là je vous ai un moment assez critique finalement, puisque c'est le temps de la digestion, ou a priori qui ne joue pas en ma faveur, puisque vous voyez le pic, hein, à 2 heures, ça redescend. Donc, l'activité cognitive, naturellement, est dotée, manifeste certains patterns d'activité qu'on peut mesurer, qui renvoient à certaines formes de temporalité. Dans les troubles de l'humeur, la cyclothymie, les troubles, la dépression, sont aussi des troubles qui sont caractérisés par des changements d'humeur que l'on peut observer. Il y a des thérapies, d'ailleurs, qui sont axées sur la dimension rythmique de l'activité pour essayer d'enrayer les rechutes qui pourraient mener à des états dépressifs. Dans les relations également, certains ont mis en évidence certains cycles de comportement que l'on peut observer, qui renvoient dès lors à des changements qui se répètent de manière régulière et dès lors témoignent d'une certaine forme de temporalité. Plus généralement, si je monte d'un échelon, au niveau social, nos sociétés sont organisées, là encore, au niveau de temporalité, autour de différentes temporalités. Alors, je prenais l'exemple des temporalités, des cycles économiques qui sont aujourd'hui omniprésents dans la manière dont on conçoit la vie en société. Alors là, on n'arrive pas à lire, mais c'est le cycle électoral américain, mais en l'occurrence, chaque système politique est doté de sa propre rythmicité. Donc là encore, des moments qui ponctuent la temporalité sociale. Et puis, ce sera mon dernier exemple, dans le monde physique, dans le monde artificiel, il y a également des temporalités qu'on peut observer. Si on pense aux ordinateurs, traitement de l'information, quand on parle de la rapidité des processeurs, ce qu'on fait, c'est que finalement, c'est la question des rythmes à travers lesquels un processeur traite de l'information et répète des calculs, ou lorsqu'on parle de téléphonie mobile, en fonction de la rapidité des réseaux, là on est plus dans une logique de temporalité, de la communication, donc du transfert d'informations, qui renvoie également de nouveau à des phénomènes qui sont mesurables. Donc on le voit, on baigne dans un environnement qui est constitué par des rythmes, par des temporalités qui sont très hétérogènes et qui nous impactent. Toute temporalité est contraignante. À bien des égards, on pourrait dire que l'histoire de l'éducation, c'est l'histoire d'une institution à travers laquelle on a cherché à contraindre les manières d'apprendre à partir de certaines formes de temporalité imposées par l'institution. Donc je vais développer un petit peu cette idée de contrainte temporelle. Peut-être pour le dire très brièvement, je donnais les exemples biologiques, physiologiques, en plaisantant sur le fait que à ce moment précis, votre activité cognitive n'est probablement pas au top de ce qu'elle pourrait être. C'est une contrainte. Lorsqu'on est dans une salle de formation, on sait tous qu'on doit gérer ça. On doit aussi tous gérer le fait qu'on a une hétérogénéité d'apprenants en formation qui ont des rythmes dans la manière dont ils traitent l'information, dont ils écoutent, dont ils répondent, dont ils prennent la parole, qui sont spécifiques aux individus et qui aussi représentent une contrainte pour le formateur qui doit faire en sorte qu'on soit en mesure de travailler et apprendre ensemble. Je reviendrai sur ce point dans un instant.
Lorsqu'on parle de tension temporelle, de conflit temporel, finalement, ce à quoi on fait référence, c'est le fait qu'on fait l'expérience de temporalités qui sont antagonistes. Donc actuellement, il faut que je trouve un juste équilibre dans le flot de mes paroles, de manière à ne pas aller trop vite, mais ne pas aller trop lentement. Si je vais trop lentement, il y a le risque que je vous perde et que je perde votre attention. Si je vais trop vite, je risque aussi de perdre votre attention. Il y a une tension entre un rythme discursif et puis le rythme à travers lequel vous êtes en mesure de traiter l'information que vous recevez. À bien des égards, en situation de formation, on est sans cesse en situation d'avoir à négocier des contraintes temporelles qui sont antagonistes les unes avec les autres. Soit que ce soit au sein du groupe classe, il y a toujours quelqu'un de plus rapide ou quelqu'un de plus lent, enfin, chacun a son rythme, donc du coup il y a des plus rapides et des plus lents au sein d'un groupe, avec l'environnement physique évidemment, qui est aussi contraignant. Et puis, je l'évoquais en début de présentation, quand j'évoquais le thème de l'accélération, entre différentes institutions elles-mêmes. Par exemple, on pourra parler autour de la question de l'alternance, mais lorsqu'on doit gérer la rythmicité qui est imposée par une institution, par exemple à l'université, qui n'est pas la même rythmicité, qui n'est pas la même temporalité que celle qu'on retrouve dans d'autres institutions, telles que par exemple le monde du travail ou le monde économique. Donc là encore, des impératifs avec des rapports de force qui peuvent se jouer entre institutions et qui ont des impacts sur l'organisation et l'activité. Donc, vivre avec et au travers de temporalités hétérogènes soulève la question de comment est-ce qu'on négocie, pour le dire autrement, on synchronise les différents rythmes à travers lesquels on vit. Synchronisation, ça vient du grec son, qui signifie ensemble, chronos, qui renvoie au temps, donc ce qui arrive ensemble au même moment, au même temps. Et là, on doit à Gaston Pinault d'avoir introduit cette notion dans le champ de la formation, puisqu'il l'a empruntée au départ, c'est une notion qui vient de la biologie, puisque vous savez peut-être que notre organisme est doté d'un organe, on va dire, spécifique qui a pour effet de synchroniser les différents rythmes, puisque nous sommes vraiment un bouquet de rythmes, entre les rythmes, chaque organe a sa propre rythmicité, donc il y a une instance dans le corps qui, je crois, est située au niveau de l'hippocampe, qui a pour fonction de synchroniser les différents rythmes physiologiques. De la même manière, dans nos vies, on est amené à devoir synchroniser, faire en sorte qu'on jongle de manière à peu près harmonieuse entre les différents rythmes de l'existence et les différents rythmes des différentes institutions à travers lesquelles on évolue. Pour l'illustrer, j'aime bien utiliser cette photo. C'est Times Square, c'était le 4 novembre 2008, la première élection de Barack Obama. J'ai eu la chance d'y être ce jour-là. C'est un moment assez magique. J'aurais pu prendre un exemple plus récent avec les funérailles de Johnny Hallyday. C'est aussi finalement un moment de synchronisation qui, pour certains, a une valeur historique. C'est un moment dans lequel on voit comment la société s'organise et fait en sorte qu'une multitude d'individualités se mettent au diapason et partagent une expérience commune. On voit aussi sur cette photo, c'est pour ça que je l'aime bien, je ne sais pas si vous le voyez, mais des panneaux avec du sport, il y a les nouvelles, il y a le Nasdaq avec l'actualité économique. Ce sont toutes des institutions qui sont régulées par des mécanismes qui permettent de synchroniser des personnes au sein d'une même activité. Chaque sport a ses propres règles de synchronisation. Les nouvelles ont leurs propres règles dans la manière dont elles sont diffusées pour synchroniser. On parlait ici de la messe du 20h. Avant, c'était l'Église. Aujourd'hui, ce sont les nouvelles. De nouveau, les institutions qui régulent et qui synchronisent, coordonnent des individus à un moment donné pour partager une expérience commune. Donc, toute société repose sur des institutions qui synchronisent l'activité des personnes de manière à ce qu'elles puissent vivre et évoluer ensemble. Et on pourrait ajouter même que certains événements historiques remplissent également une fonction de synchronisation au sein d'une collectivité. Là, je prenais l'exemple du 11 septembre. Pour ceux de ma génération, c'est vrai que tout le monde se souvient où on était le 11 septembre. Ça a été un élément marquant.
qui a eu pour effet de synchroniser à un moment donné des personnes venant de tout horizon. Alors, postulat suivant, la synchronisation renvoie toujours à des rapports de force et des rapports d'influence. Il ne va jamais de soi de réussir à coordonner des rythmes hétérogènes. Alors, si je prends l'exemple du sport, il y a des règles qui sont partagées, donc à la limite, le travail de synchronisation dans ce qui délimite l'activité sportive se fait, mais après, tout le travail de synchronisation entre les joueurs, dans l'action même d'un jeu ou d'un sport, est beaucoup plus délicate. Si je prends l'exemple du chef d'orchestre, qui est aussi une analogie assez facile de synchronisation, on délègue finalement à une personne la fonction de synchroniser un collectif. Bon. Quand on pense à la formation, c'est beaucoup plus délicat. Naturellement, le rôle du formateur, de l'enseignant, on lui dévolue un rôle de synchronisation. Il y a toujours la cloche qui sonne pour lui rappeler quand il faut s'arrêter. Mais lorsqu'on pense de manière plus spécifique à l'activité d'apprentissage, de formation, notamment en termes de groupe, de dynamique de groupe, c'est beaucoup plus délicat de synchroniser les différents rythmes en présence, les temps de parole, qui c'est qui va monopoliser la parole ou qui c'est au contraire qui va rester silencieux. Comment est-ce qu'on fait en sorte de coordonner de manière à ce que chacun puisse respecter la rythmicité de son expression. Donc, lorsqu'un processus de synchronisation s'opère, il y a toujours des rapports d'influence qui se jouent, des rapports de force. C'est ce qui fait, et ça c'est ce que Gaston Pinault a montré, qu'il y a un enjeu politique autour d'une réflexion sur les rythmes en formation. La question finalement, elle est toujours en fonction de quel principe et de quelle légitimité je vais faire en sorte de privilégier tel ou tel rythme en présence. Parfois, on n'a pas le choix, parfois c'est imposé. En éducation, je parle en termes de discipline rythmique, lorsque l'institution impose un rythme qui n'est pas négociable. On vit tous ça. Mais naturellement, on a aussi de la marge de manœuvre. Donc, ce que j'ai essayé de montrer dans cette première partie, c'est que le temps au singulier, ce n'est pas très heuristique, c'est mieux de penser en termes de temporalité au pluriel et de rythme au pluriel. Et dès lors, ça pose la question des rapports d'influence, voire de domination même, entre temporalités. Alors, comment envisager ces questions-là dans le champ et dans nos pratiques de formation? Trois aspects que je vais mentionner ici. Le premier, c'est que la formation s'inscrit toujours dans un environnement temporel. Alors c'est naturellement, je l'ai évoqué, l'environnement vivant et physique. Et ça, Gaston Pinault a de nouveau exploré de manière très intéressante finalement ces deux temps de la formation, le temps diurne et le temps nocturne. Il associe l'auto-formation plutôt à l'aspect nocturne, puisque c'est un moment finalement où on est plus en retrait de la vie sociale et on est plus concentré sur soi. Donc il y a un impact naturellement de l'environnement physique, cosmologique, mais qui passe par les institutions à travers lesquelles on vit. L'organisation dans laquelle on travaille, naturellement, est rythmée par un calendrier, par un horaire qui définit la rythmicité de notre activité. Et puis, comme je l'évoquais, évidemment, lorsqu'on est dans l'activité même, en classe ou aux côtés des apprenants, on est dans une activité qui est dotée elle-même de rythmes qui sont liés à la manière dont on traite l'information, dont on entre en relation. On parlera peut-être tout à l'heure, parce que je sais que c'est un point important, la question de la confiance. Moi, une des questions majeures qui s'est posée pour moi quand je suis arrivé aux États-Unis et que j'ai donc mis en place ces séminaires Histoire de vie dans un contexte temporel beaucoup plus court, c'était de savoir comment est-ce que j'établis une relation de confiance sur un temps si court. Quand on a 8 mois, on a le temps d'apprendre à se connaître et à entrer dans une situation où on arrive à se dévoiler. Mais quand le temps est très court, naturellement, ça a un impact. Alors, naturellement, ça varie d'une culture à l'autre aussi. Huitième postulat, l'apprentissage et le développement impliquent toujours des dynamiques temporelles spécifiques. Donc, non seulement quand on exerce en formation, on exerce dans un cadre institutionnel, organisationnel, cadre physique, un cadre social qui est doté de ces temporalités, mais ce qu'on va chercher à promouvoir, les apprentissages, sont eux-mêmes dotés de leur propre temporalité.
Si aujourd'hui nous décidons que nous souhaiterions apprendre une langue étrangère, je ne sais pas, le chinois, l'italien, l'allemand, on sait que ça ne va pas se passer du jour au lendemain. Ça va requérir, ça va nécessiter de s'inscrire dans une durée. Et pourtant, nous tous ici sommes confrontés probablement de manière quotidienne à des interlocuteurs qui vont attendre de nous que certains apprentissages se passent en l'espace d'une après-midi ou d'une matinée ou de quelques heures. Donc il y a souvent des décalages entre la représentation qu'on se fait des temporalités nécessaires pour apprendre, se développer, se former, et la réalité physiologique, psychologique notamment, mais aussi sociale, qui impacte les rythmes à travers lesquels les apprentissages se font. Donc le développement de compétences, l'appropriation de connaissances ou la facilitation de dynamiques de groupe s'inscrivent toujours dans des temporalités spécifiques qui diffèrent en fonction des contenus, des personnes et des situations. Ça, c'est le deuxième point d'entrée pour réfléchir à la relation entre temps et formation. Finalement, il y a une troisième entrée, c'est de considérer le rapport au temps comme un objet de formation. Et ça, c'est vraiment ce que Gaston Pinault a initié, et c'est ce qu'on retrouve plus largement, notamment dans le courant des histoires de vie, où là, il s'agit de la temporalité de l'existence qui devient enjeu de formation. Donc l'expérience du temps peut en soi constituer une source significative d'apprentissage et de formation. Et naturellement, je ne suis pas ici dans une logique qui serait celle juste instrumentale de la gestion du temps, comment apprendre à gérer ses emails ou l'organisation de son calendrier, qui est une approche instrumentale qui a naturellement sa légitimité. Mais ici, j'évoquerai davantage l'idée plutôt d'un apprentissage, d'une formation qui repose sur un rapport plus existentiel, on va dire, aux temporalités de notre vécu. Quand je donnais en entrée de cette présentation l'exemple de la dissonance cognitive que j'ai vécue en arrivant aux États-Unis, c'était une source d'apprentissage pour moi, le fait d'avoir à me questionner sur ce décalage vécu. Donc l'expérience du temps, si elle est réfléchie, peut devenir un levier puissant de formation. L'idée de la deuxième partie, celle que je viens de terminer là, c'est vraiment de finalement penser trois entrées, trois points d'entrée pour susciter, je dirais, du questionnement, puisque c'est mon objectif aujourd'hui avec vous, sur la manière dont la question du temps impacte vos pratiques. Et quelque part, le présupposé qui est derrière, c'est que vous, en tant que formateur ou en tant que personne en formation, êtes en situation d'avoir à apprendre à synchroniser, c'est-à-dire à coordonner les rythmes qui vous sont imposés, les rythmes que vous vous imposez et les rythmes requis par les activités dans lesquelles vous vous plongez. Donc la question, finalement, c'est comment est-ce qu'on apprend à faire ça et en quoi se questionner sur ce type de phénomène est en soi source d'apprentissage ou de formation. Donc des questions qu'on pourra peut-être reprendre tout à l'heure au moment des questions. Je passe à la troisième partie de mon exposé. Je vais essayer de respecter le temps imparti. Dans cette troisième partie de l'exposé, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est quelques réflexions que j'ai autour de la question de la transformation. Parce que pour beaucoup, travailler dans le champ de la formation, c'est essayer d'avoir un impact, une influence pour changer la vie des gens. Que ce soit leur vie professionnelle, développer leur professionnalisation, leurs compétences, ou que ce soit leur existence en tant qu'être humain, leur rapport au monde, leur rapport aux autres, leur rapport à soi. Donc la thématique de la transformation, elle est souvent assez centrale dans notre champ. Moi, je fais souvent référence à un auteur américain qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle Jack Mezziro, qui a été traduit en français, qui a développé une théorie de l'apprentissage transformateur, qui correspond à beaucoup de ce qui se fait dans le champ de l'auto-formation en France. Donc, c'est une théorie qui vise à rendre compte de la manière dont on évolue, dont on se transforme et dont on se forme à l'âge adulte. Ce que j'aimerais un petit peu développer avec vous comme thèse maintenant,
c'est l'idée, c'est comment finalement penser les temporalités de la formation. Moi, venant de la pratique des histoires de vie, c'est un peu en réaction aussi à ce que j'ai observé depuis plusieurs années. Quand on travaille sur les récits de vie, de par le médium même qu'on utilise, la mise en récit, ce matin certains exposaient les différentes étapes de la production d'un récit de vie, par le médium utilisé, on a tendance à mettre en exergue, mettre en évidence, mettre l'accent sur les discontinuités de l'existence. Quand on fait les récits de sa vie, en général, on tend à mettre l'accent sur ces moments critiques, ou ces moments de bifurcation, ou ces moments de transition qui ont façonné notre parcours. Donc à bien des égards, l'auto-formation implique des discontinuités, et en général, quand on travaille sur les récits de vie, c'est ce qui ressort de la manière la plus prégnante. J'évoquais tout à l'heure Jack Mezziro. Mezziro, dans sa théorie de la transformation, il développe l'idée en anglais il appelle ça disorienting dilemmas, des dilemmes désorientateurs. C'est des expériences qui nous chahutent, qui nous bouleversent, qui nous interrogent de manière assez forte. Ça peut être lié à une immigration, ça peut être lié à un licenciement, ça peut être lié à la naissance d'un enfant ou à un divorce. C'est ces événements de vie qui marquent une étape et qui fait qu'on reconnaît qu'il y a un avant et un après. Alors, Mezziro met l'accent sur le fait que c'est souvent accompagné de dilemmes, parce que ça nous force à repenser la manière dont on fait sens de son expérience, ce qui pour lui est la première étape d'un processus de transformation. Il y a d'autres façons de penser ces discontinuités de l'existence. Certains parleront en termes de crise, de moments charnières. On retrouve également dans la littérature anglophone le concept d'épiphanie, un mot qui vient du grec, qui signifie révélation. Les épiphanies, c'est ces moments, ça vient au départ, c'est connoté religieusement, mais c'est aujourd'hui utilisé de manière plus large. Les épiphanies, ça renvoie à ces moments de l'existence où tout d'un coup, quelque chose se révèle à nous et qui nous affecte de manière très profonde. Donc, encore une autre façon de penser une discontinuité. Et puis, plus proche de nous, en France, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites là-dessus, y compris dans le champ des histoires de vie, autour de la notion d'épreuve, qu'on retrouve principalement chez les sociologues. L'épreuve, ça fait référence à un moment, de nouveau critique, caractérisé par une certaine incertitude, par de l'incertitude sur ce qui va se passer, sur ce que va être l'issue de la situation, la sortie de la situation, avec en général des enjeux forts, ça peut être sur le plan identitaire notamment. Alors ça peut être l'épreuve du travail, de nouveau l'épreuve, pour certains la scolarité peut conduire à l'expérience d'un vécu d'épreuve. Donc des moments qui sont traversés avec une incertitude sur ce qui va en ressortir et pour effet un basculement, une bifurcation dans notre existence. Donc ça, c'est une première façon de penser la temporalité des processus de transformation à l'âge adulte, pas seulement qu'à l'âge adulte d'ailleurs, on pourrait probablement étendre ça tout au long de la vie, en les interprétant sous l'angle de la discontinuité. Alors, moi, c'est un peu en réaction à ce modèle-là que j'ai développé toutes mes réflexions autour des rythmes, parce que par rapport à mon vécu personnel, je ne me reconnaissais pas totalement dans l'idée qu'on se transforme uniquement en passant à travers des moments critiques, disons, de discontinuité. Et que je crois aussi, et il y a aussi, je dirais plus même que simplement ma propre expérience personnelle, il y a aussi, je dirais, une croyance et certains postulats par rapport notamment à la manière dont on conçoit la signification sociale de notre travail en tant que formateur. Moi, je ne suis pas un révolutionnaire, mais ce qui n'empêche pas que j'aimerais évidemment
en travaillant dans l'éducation, on ait un impact au niveau de la société et amener du changement, comment est-ce qu'on peut penser le changement, la transformation sociale, sans nécessairement la réduire à des moments de révolution ou de crise majeure? Donc, comment est-ce qu'on peut inscrire des transformations dans une certaine durée? Et ça m'a amené à m'intéresser de manière plus systématique à la dimension permanente et continue du changement, qui est quelque part la deuxième facette de la manière dont on peut penser les processus d'auto-formation. Si je reprends la théorie de Meziro sur la transformation de perspective, pour Meziro, naturellement, on doit passer par des étapes, ces dilemmes, ces situations qui tout d'un coup provoquent la nécessité de se remettre en question, discontinuité, mais le processus de formation repose sur des activités qui s'inscrivent dans la durée. Alors lui, il met l'accent sur deux activités, la réflexivité critique et le dialogue. Et quand on pense à la manière dont tout au long de sa vie, on développe la capacité à être critique par rapport à ses propres postulats, par rapport à la façon dont on fait sens de son expérience, ou si on pense à la manière dont on apprend à entrer en dialogue et à maintenir le dialogue avec l'altérité liée à l'expérience d'autrui, ce sont des phénomènes qui s'inscrivent sur des temps longs. Et un des dilemmes en formation, c'est de réussir à trouver le temps pour permettre à des apprenants d'être en confiance et d'inscrire un processus de remise en question et un processus de dialogue sur une certaine durée. Donc, si ça s'inscrit sur la durée, ça s'inscrit dans une continuité, une certaine permanence, ce qui ne veut pas dire qu'elle est régulière, ce qui ne veut pas dire qu'elle est permanente tout au long de l'existence, mais néanmoins, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la répétition. Il y a un philosophe français, François Julien, qui parle des transformations silencieuses pour faire référence à ce type de phénomènes, qui sont finalement ces phénomènes qui se passent dans le background un petit peu de notre conscience, dont on a généralement peu conscience, justement parce qu'elles sont régulières. On parlait des habitudes tout à l'heure. Il y a quelque chose dans l'habitude qui fait que notre activité, notre vie se transforme à travers une certaine constance. Et je pense qu'il est intéressant, lorsqu'on questionne les temporalités, le rapport entre temps et formation, de ne pas réduire la formation, la transformation à ces moments de discontinuité, mais aussi d'intégrer le fait qu'ils s'inscrivent également dans une continuité, une permanence. Alors, je n'ai pas le temps, mais j'allais vous passer deux vidéos. Vous pourrez les trouver en ligne si jamais, si vous allez sur mon blog, elles y sont présentes. Deux vidéos que j'ai trouvées, que je n'ai pas produites moi-même, mais qui montrent l'éclosion, parce que quand on parle de transformation, souvent l'image qui vient en premier, c'est celle du papillon. L'éclosion du papillon qui déploie ses ailes. Et on a tendance à réduire la transformation à ce moment très spécifique, cette discontinuité où il y a un changement d'état, de chrysalide à papillon. Et dans la vidéo que j'avais envie de vous montrer, ce qu'on voit, c'est que si on regarde de très près le cocon, avant l'éclosion, on voit qu'il y a des mouvements qui se répètent, de contraction, comme ça qui se passent, et que c'est seulement après un temps relativement long de répétition, où le corps de la chrysalide se met en place, qu'éventuellement l'éclosion se passe. Et je trouve l'image intéressante parce qu'elle nous force, je pense, à s'interroger sur tout ce qui se passe sans qu'on soit nécessairement conscient par rapport à, de nouveau, au quotidien, aux apprentissages de la quotidienneté, les habitudes, les routines, les rituels qui se répètent et à travers lesquels les choses évoluent et éventuellement se transforment. Ce qui me semble crucial à signifier ici, c'est le fait que dans nos métiers, chacun finalement fait l'expérience des processus traversés, processus de formation, processus de transformation, processus d'émancipation, en fonction de rythmes qui nous sont propres. Et qu'un des enjeux de la formation, c'est de réussir à faire en sorte d'accompagner des personnes dans leurs apprentissages, dans leur développement, dans leur évolution, de manière à ce qu'ils puissent identifier
la singularité des rythmes qui les caractérisent. Parce que le risque, sinon, c'est d'être soumis à des rythmes que l'on n'aurait pas choisis. Et personnellement, je pense que dans les logiques de formation, de toute manière, on ne peut pas se former si ça suit des rythmes qui ne correspondent pas à ceux qui nous sont propres. Ça peut au contraire mener à des effets tout à fait pervers. Et là encore, pour donner un exemple, dans le séminaire Histoire de vie que je fais à New York, pour moi, c'est toujours une tension. Dans le dernier séminaire que j'ai été amené à étudier, à animer, j'ai dû, en raison de contraintes temporelles fortes, accélérer la manière dont le dialogue même se produisait en classe, avec des effets tout à fait pervers, puisque finalement ça devenait moins productif en termes de signification. Et finalement, ce que certains étudiants ont peut-être retenu de l'approche, c'est que finalement il ne se passe pas grand-chose en termes de signification, de construction de signification, quand on est sous la contrainte d'une temporalité qui limite les possibilités de dialogue. Le postulat que je développe ici, c'est quelque chose que je développe à la fin de l'ouvrage, c'est que lorsqu'on pense à la manière dont, en tant que personne, on se développe tout au long de l'existence, il y a quelque chose de l'ordre d'une temporalité propre, existentielle, dans la manière dont on développe son autonomie, dont on se réapproprie les contraintes qui nous ont été imposées, soit par la famille, soit par les autres institutions que l'on a été amené à traverser. Mais penser la question du développement ou de l'évolution sous cet angle-là, ça soulève des questions, c'est-à-dire que s'il y a temporalité, alors potentiellement il y a rythme. Comment est-ce qu'on pense la rythmicité du développement? Comment est-ce qu'on pense la rythmicité à travers lesquelles on développe son autonomie? Dans la dernière partie de mon exposé, je vais essayer de donner quelques clés de lecture pour penser cette question-là. Comment apprend-on à identifier et à affirmer la valeur des rythmes qui nous sont propres? La question suivante, ça serait aussi comment est-ce qu'on apprend à l'affirmer, à l'imposer, quand il s'agit de lutter aussi contre des rythmes ou des temporalités qui nous sont imposés par l'organisation dans laquelle on travaille, par exemple, ou par les systèmes d'enseignement. Alors, dans cette dernière partie de l'exposé, ce que j'aimerais faire, c'est envisager avec vous un passage. J'ai beaucoup parlé en termes de temps et de temporalité. Je vais plutôt maintenant introduire cette idée de rythme, de rythmicité, parce que je pense qu'elle permet de penser cette tension entre continuité et discontinuité dans la formation et dans l'existence. Apprendre à analyser les phénomènes rythmiques constitue une compétence critique. Et là, je rejoins finalement l'intuition de Gaston Bachelard, d'Henri Lefebvre autour de cette notion de rythme-analyse. Cette idée, quelque part, qu'on peut développer une capacité à percevoir, à interpréter, à examiner, éventuellement à évaluer les rythmes de l'existence. Le dernier élément que j'aimerais introduire, le dernier postulat que j'aimerais introduire aujourd'hui, je l'emprunte à un philosophe français qui s'appelle Pierre Sauvanet, qui avait fait sa thèse il y a une vingtaine d'années autour de la notion de rythme, notamment en philosophie, et qui définit en fait 3 critères que j'ai trouvé extrêmement utiles pour approcher cette rythmicité. La question aussi pour vous, finalement, c'est concrètement, pratiquement, ça veut dire quoi se questionner sur les rythmes de ce que je fais ou de la manière dont je vis. Sauvanet propose 3 critères qui permettent de définir un phénomène rythmique. Pour les développer, il reprend une peinture de Paul Klee, qui est un peintre que vous connaissez peut-être du début du XXe siècle, qui s'appelle Rythmique, en l'occurrence, cette peinture. Donc l'idée pour Sauvanet, c'est qu'il y a 3 critères qu'on retrouve en fait dans cette peinture qui permettent de définir un phénomène rythmique. La première, il appelle ça la structure ou les patterns. Moi, je préfère personnellement le terme de pattern, je trouve qu'il est plus évocateur dans notre champ. Ça renvoie à l'organisation, au schème, au script, au rituel, aux habitudes, à ce qui structure l'activité, si on pense à l'action humaine. Dans le cadre de cette peinture, le pattern, alors vous ne le voyez pas très bien avec les couleurs malheureusement, c'est une alternance entre formes à peu près carrées de cet échiquier
formes noires, grises et blanches. Donc il y a un pattern autour des couleurs qui se reproduit, puisqu'il y a alternance de noir, gris, blanc, etc. Il y a un pattern en termes de lignes qui se reproduit aussi. Donc c'est ce qui donne à cette peinture sa structure. Donc quand on pense à des phénomènes rythmiques, une manière de chercher à les percevoir, c'est à s'intéresser à ce qui les structure, ce qui les organise. L'activité quotidienne s'organise autour de la répétition de routines qui sont des patterns d'action. De la même manière, lorsqu'on échange de manière discursive, il y a des patterns, chacun a sa propre manière de s'exprimer, de parler, qui se reproduit et qui fait partie de la rythmicité du discours, du langage. De la même manière, quand on évolue, quand on bouge, le mouvement, le corps, on a chacun sa propre façon de marcher. L'organisation de la marche s'organise autour de mouvements qui sont structurés, organisés. Donc, premier aspect d'un phénomène rythmique, cet aspect organisé, ces patterns qu'on peut retrouver. Donc, pour revenir au début de la présentation autour des temporalités, vous vous rappelez, le temps renvoie à la mise en correspondance de changements qui se passent de manière plus ou moins régulière, donc qui exhibe une certaine forme de pattern, de régularité, d'organisation. La course du soleil dans le ciel, il y a un pattern qui se répète jour après jour. Les saisons, il y a un pattern. Si vous êtes tout excité, que vos cœurs battent très vite, il y a un pattern qui se reproduit dans ce type de situation et qui caractérise sa rythmicité. Deuxième aspect qu'on peut retrouver dans les phénomènes rythmiques, la périodicité. Le fait qu'ils se répètent. Périodicité, ça vient du grec. Périodos, c'est un chemin de ronde, donc ça renvoie à cette idée de cycle, de circularité, donc qui renvoie aussi à l'idée de période, et du coup aussi à la fréquence. Donc, sur cette peinture, il y a une périodicité de ce pattern de couleurs qui se reproduit. On pourrait compter le nombre de fois que les carrés noirs, gris et blancs s'alternent les uns avec les autres. Lorsqu'on parle d'accélération, de quoi on parle? Parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion. On parle de vitesse, d'accélération. La vitesse, ça renvoie à la périodicité. Ça renvoie au fait qu'un phénomène se reproduit à une certaine fréquence. Donc quand on dénonce l'accélération d'une activité, ou ça va trop vite, j'ai pas le temps de faire telle chose, ce que ça signifie, c'est quoi? C'est que la fréquence à laquelle une activité est attendue d'être produite est en déséquilibre ou en conflit avec une autre rythmicité qui peut être notre capacité à faire quelque chose, par exemple. Donc c'est au niveau de la répétition que se jouent les phénomènes de vitesse et d'accélération. Dans l'éducation, il y a des recherches qui ont été menées là-dessus. Un des enjeux en termes de répétition, c'est de trouver un juste équilibre entre ce qui est de l'ordre de la monotonie, d'une répétition, la répétition du même. Dans le travail, c'est la chaîne de montage. Et à l'école, c'est la répétition de l'appris par cœur, avec une répétition qui est plus de l'ordre de la créativité, c'est-à-dire une répétition qui se passe à travers des variations. Et il y a des recherches qui ont montré que lorsqu'on est à l'école en l'occurrence, lorsqu'on est dans un environnement où la répétition est du type monotone, les effets de l'enseignement sont beaucoup moins bons que lorsqu'il y a répétition avec possibilité de créativité, de ne pas répéter juste la même chose, mais d'éventuellement entretenir un certain jeu de divergence dans l'activité. Ce qui introduit le troisième critère, le mouvement. Alors Sauvanet, il emploie ce mot, cette notion, pour faire référence à ce qui est de l'ordre de la discontinuité dans les phénomènes rythmiques. J'évoquais tout à l'heure les événements, les crises, les accidents, les transitions, les révélations. Ça appartient au rythme. Ce n'est pas parce qu'il
ils n'apparaissent qu'une fois dans notre vie, qu'ils n'ont pas un effet, qu'ils ne sont pas partie prenante des phénomènes rythmiques et de la rythmicité de notre existence. Il n'y a guère que les rythmes des machines qui se répètent exactement la même chose, et encore, même là, je suis sûr qu'un mécanicien pourrait me dire que lorsqu'on écoute une machine, les rythmes fluctuent et qu'il n'y a jamais réellement de répétition à l'identique. Donc, il y a dans les phénomènes rythmiques quelque chose qui est de l'ordre de l'irrégularité, quelque chose qui est de l'ordre de la discontinuité, qui renvoie finalement à l'aspect historique du rythme, des phénomènes rythmiques, puisque c'est ça qui constitue l'histoire, c'est ce qui fait qu'on ne répète jamais la même chose. Lorsqu'on travaille sur les histoires de vie, sur les récits de vie en formation, on met l'accent sur le mouvement de l'existence, ce qui n'est pas pareil aux différentes étapes de sa vie, ce qui évolue, ce qui se développe. Donc on est dans une tension là, entre continuité et discontinuité. Ces trois critères me semblent extrêmement intéressants pour penser les phénomènes de formation, parce qu'ils amènent à s'interroger sur cette tension entre continuité et discontinuité, sur cette tension entre monotonie et créativité, et sur cette tension entre rigidité, on pourrait dire, et flexibilité. C'est comment on fait évoluer les patterns. Ce que j'ai essayé de montrer, en fait, à la fin de mon livre, c'est que j'ai utilisé ces trois critères pour penser les processus d'émancipation. Je me suis dit, voilà, si l'émancipation, c'est un processus qui se passe à travers le temps, si on peut postuler que c'est un processus qui est doté d'une certaine forme de rythmicité, alors on peut s'interroger sur ce qui l'organise, la manière dont il se répète et la manière dont il s'inscrit dans un mouvement. Et je me suis intéressé en particulier à un certain type d'expériences, les expériences de transgression. Et en fait, j'ai fait l'hypothèse que parmi d'autres formes d'expérience, la transgression représente un pattern de l'émancipation. On apprend très tôt dans sa vie à transgresser. Moi, j'ai des enfants en bas âge, et dès les premières semaines de vie, il y a de la transgression. Et puis, naturellement, après, ça s'affirme. Il y a la phase du non, naturellement, ou alors là, ça s'affirme encore plus. Donc, la transgression, finalement, elle est exercée dès le début de la vie. Après, elle peut être inhibée ou renforcée en fonction de l'éducation et de la socialisation. Et donc, très tôt, on apprend, très tôt, on est confronté à des modèles de transgression. Ça peut être les parents, ça peut être d'autres personnes significatives dans notre vie. Et donc, il y a un pattern d'activité qui peut tendre à se reproduire, pas de façon très régulière nécessairement. Se reproduire, donc il est périodique, donc il se répète. Naturellement, il ne se répète jamais à l'identique, il s'inscrit dans une histoire. Donc on peut penser des processus comme l'autonomisation ou l'émancipation comme des processus qui se construisent pas juste par des moments de discontinuité, je ne sais pas, la crise de l'adolescence, quand tout d'un coup, poussé à l'extrême, le moment de la fugue, qui naturellement peut être considéré comme un peu stéréotypique quelque part d'une forme d'émancipation. On peut aussi penser ces processus d'émancipation, d'autonomisation, d'auto-formation, comme se construisant à travers la répétition de certains patterns d'activité dans nos manières de s'exprimer, dans nos manières de se comporter, dans nos manières d'être avec autrui, qui évoluent tout au long de l'existence à travers un mouvement qui est un mouvement historique et biographique. Pour terminer, si j'ai encore quelques minutes, ce sera plus actif. J'aimerais, pour illustrer aussi, pour essayer de faire le lien, alors là c'est la première fois que je fais cet exercice, on va voir si ça passe ou pas, pour essayer de faire le lien avec la question de l'apprentissage, et pour penser la rythmicité des apprentissages, j'aimerais vous demander de faire ce petit exercice, peut-être vous le connaissez, mais même si vous le connaissez, vous ne vous souvenez peut-être plus comment faire. Voilà. Comment relier ces 9 points avec seulement 4 lignes droites. Alors ceux qui savent, ne dites pas, peut-être prenez juste une minute pour essayer de faire, ou même si vous l'avez fait déjà, d'essayer de le refaire.
On ne copie pas sur la feuille du voisin. Est-ce qu'il y en a qui sont encore en train de chercher? Ok. Alors, par souci d'accélération, je vais vous donner la solution. En sachant qu'il y a un avant et un après. Après, vous ne pourrez pas revenir. C'est la gestalt, hein, ça c'est le problème. Donc, pour solutionner ce problème, il faut en fait sortir du cadre des 9 points, hein, pour pouvoir relier tous les points. Donc il faut à 2 reprises sortir, hein, de cette gestalt, hein, de cette forme qui s'impose perceptivement à nous. Il faut en sortir pour pouvoir répondre aux consignes. Alors, pourquoi j'ai choisi cet exercice? D'une part, parce que je trouve que l'analogie avec la question de la transgression est intéressante, parce qu'il faut transgresser une forme perceptive qui s'impose à nous pour pouvoir solutionner le problème, mais aussi parce que ça illustre bien la distinction que j'aime bien faire entre 2 formes de changement. Je ne sais pas si vous connaissez les écrits de Paul Václavic qui distinguent changement 1 et changement 2, une distinction qu'on peut faire aussi entre changement et transformation. C'est l'idée que, dans un premier temps, quand on cherche à résoudre ce problème-là, on va dessiner plusieurs fois, on s'y reprend à plusieurs reprises. Donc il y a des changements qui s'opèrent. On commence verticalement, puis après horizontalement ou diagonalement. Mais c'est toujours des changements de même nature, hein. Et puis, il faut à un moment donné qu'on s'autorise à sortir du cadre, ne serait-ce que ce n'est pas moral, hein, c'est s'autoriser perceptivement à sortir du cadre. Et là, il y a effectivement un changement. Si on parlait en termes, au niveau des idées, on parlerait en termes de changement de paradigme, puisqu'on perçoit cette expérience de manière différente. Et là encore, éventuellement, on peut encore tâtonner un petit peu avant de trouver la bonne solution. Donc, en termes d'apprentissage, il y a 2 types d'apprentissage qui se produisent. Le premier apprentissage, ce que je viens de décrire, hein, c'est on reste confiné par les côtés du carré. Et le pattern, pour essayer de vous montrer que cette activité est rythmique, le pattern, c'est faire un trait confiné aux limites du carré qu'on perçoit. Et puis on répète, il y a une périodicité, on va essayer d'abord dans un sens, après dans l'autre sens, etc. Jusqu'à un moment où on est frustré, on en a marre, et puis on se dit, ou, juste au moment où il y a un déclic qui se produit, et à ce moment-là, on réalise peut-être qu'il faut sortir de la forme. Et là, il y a un deuxième pattern qui se met en place, qui est celui de « Ah, je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe, jusqu'à où est-ce que je dois aller avec le trait pour sortir de la forme pour que ça passe. » Puis on essaye plusieurs fois. Seconde périodicité, on répète jusqu'à ce qu'on trouve la solution. Donc cet apprentissage est doté d'une certaine forme de rythmicité parce qu'il est organisé, il y a un pattern, il se répète, enfin il repose sur une activité qui se répète, et il s'inscrit dans un mouvement. C'est une gestalt, donc il y a un avant et un après, c'est très difficile de revenir en arrière une fois qu'on connaît la solution. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irréversibilité. Je l'ai mis entre guillemets parce que l'expérience me montre qu'après une année, on ne se souvient plus, puis on reprend et on tâtonne de nouveau. Mais il y a quand même quelque chose de « Ah, je sais qu'il y a quelque chose de spécial ». Donc, 3 aspects rythmiques. Alors, pour monter en généralité, ou plutôt pour amener à des problèmes, je dirais, de formation qui sont peut-être plus significatifs que ça, lorsqu'on pense à la question de la transformation, c'est pareil finalement. Pour Medziro, il y a apprentissage à un certain niveau, un premier niveau, lorsque l'on reste confiné dans la manière dont on fait sens de notre expérience, telle qu'on en a hérité de notre histoire et de notre passé. Et puis il y a des moments dans notre vie où on est amené à remettre en question, pas juste la manière dont on interprète les situations, mais les présupposés. Ici, les présupposés, c'est je dois rester dans le cadre des 9 points. Dès qu'on a remis en question les limites du carré, qu'on se dit je m'autorise à aller au-delà, naturellement, quelque chose de nouveau émerge. Pour Medziro, il y a transformation. La transformation se produit
quand on est en mesure de remettre en question les présupposés à partir desquels on pense son expérience. Et ce que j'ai essayé de montrer à travers ce bref exemple, c'est que c'est une activité rythmique. Ça passe par la répétition. En même temps que ça s'inscrit aussi dans des expériences de discontinuité, de rupture. Et que je pense qu'un des enjeux aujourd'hui de la formation, c'est de réussir à penser cette dialogique et donc cette rythmicité dans les activités, que ce soit en termes de développement de compétences, d'acquisition de connaissances ou de développement des personnes. Voilà, je vais faire passer donc les diapos à Hervé pour que vous puissiez en disposer. Ça, c'est le résumé, donc je ne m'attends pas à ce que vous les écriviez. C'est les 14 points que j'ai déjà mentionnés, donc il n'y a rien de nouveau sur cette diapositive. C'est juste pour faire la synthèse finalement de ce que je vous ai présenté. Pour des raisons de temps, je ne vais pas relire. J'espère qu'on aura un petit peu de temps pour les questions. Et puis, au-delà de cette présentation, je suis toujours ouvert à être en dialogue. Donc, si vous souhaitez rester en contact ou entrer en interlocution, c'est avec plaisir. Cette vidéo sera également en ligne, puisque j'essaie désormais un petit peu de mettre ça sur YouTube. Différentes manières de rester en contact. Moi, voilà, s'il y a occasion d'inscrire dans une durée cet échange, je serai heureux. Merci de votre attention.